responsable commercial et communication chez Protein XTC. Bienvenue d'abord à ce webinaire sur le thème de l'innovation à marque de distributeur que l'on tient à l'occasion de la sortie prochaine de notre étude baromètre mondial de l'innovation sur le volet vraiment spécial marque distributeur. Écoutez, peut-être aussi vous donner quelques mots sur Protein XTC avant de commencer. Donc, Protein XTC, c'est un cabinet de conseil en communication, innovation et stratégie pour le secteur de l'agroalimentaire. Nos consultants, on est une trentaine de consultants et on s'organise autour de cinq pôles d'expertise que sont la communication, les relations presse et influence, le conseil scientifique, la prévention et gestion de crise et l'innovation. Et donc aujourd'hui, on va se parler d'innovation avec Xavier, donc, qui nous présente les points clés de cette étude baromètre mondial de l'innovation spéciale marque de distributeur. Écoutez, on va encore attendre quelques petites minutes. Juste pour vous dire, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat si vous en avez, si vous avez des remarques, on sera là pour les lire. Et ensuite, donc voilà, ça va durer de 30-40 minutes et ensuite on essaiera de prendre les questions pour ceux qui ont un peu plus de temps et on y répondra. Xavier, je te laisse la parole. Voilà, alors bonjour à tous, je vais partager mon écran en espérant que tout fonctionne. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Voilà, on va y arriver. Alors. Il faut autoriser le partage d'écran. Quelques petits soucis techniques, on en a pour une petite minute. Bien, c'est parfait, j'espère que tout le monde m'entend. Et oui, alors, on va parler innovation et marque de distributeurs. Alors, on va peut-être avoir comme on est sur un autre écran, on va peut-être, j'espère pas trop être gêné par les changements d'écriture. Normalement, tout ça est sur une ligne, mais c'est pas grave. Donc, on a l'habitude, quand on parle de marque de distributeur, de parler de MeToo, de copie de produits. Je pense qu'il faut définitivement s'enlever cette idée de la tête. Aujourd'hui, la marque de distributeur innove. Alors, elle innove parce que la marque de distributeur, elle répond à un certain nombre de stratégies d'enseigne. Et d'ailleurs, quel est le rôle, c'est bien de se le rappeler maintenant, quel est le rôle de la marque de distributeur pour l'enseigne? Le premier rôle, c'est, on le sait, de faire du volume et de la marge. C'est important, les distributeurs font plus de marge sur les produits à marque de distributeur, bien évidemment. Mais peut-être que le rôle le plus important pour l'enseigne, c'est la fidélisation. La marque de distributeur, c'est mon produit est chez moi, tu le trouves chez moi et tu le trouves pas en face. Et ça permet de fidéliser, donc voilà, et par la différenciation, arriver avec des produits différenciants. Donc ça se passe par l'innovation. Il est vrai que
on retrouve beaucoup de produits à marque distributeur équivalents d'une enseigne à l'autre. On ne va pas se le cacher, on le sait bien. Un partenaire, un fournisseur qui fabrique le produit le fabrique aussi pour le concurrent. Hein, ça, on le sait bien. Mais justement, la marque de distributeur a quand même cette vocation, c'est de fidéliser, donc par la différenciation, donc par l'innovation. Alors, deux mots hein, sur l'étude. Je vais aller très vite. Anne-Claire en a parlé tout à l'heure. Hein, l'étude que l'on fait chaque année depuis maintenant une quinzaine d'années, qui s'appelle le baromètre mondial de l'innovation. Alors il y en a un sur l'ensemble de l'innovation au monde à marque nationale, et puis également son pendant à marque des distributeurs qui sort donc le mois prochain. Cette étude, elle sert à quoi? Elle sert déjà à observer les axes d'innovation des différentes enseignes, à regarder comment les enseignes innovent, à benchmarker les leviers d'innovation, hein, quels sont les leviers utilisés par les responsables MDD, par les chefs de produits sur leur catégorie pour se différencier justement de leurs concurrents, et puis bien sûr à s'inspirer des innovations remarquables à marque de distributeur de l'année écoulée. Alors aujourd'hui, on va avoir déjà donné quelques chiffres. Oui, les MDD innovent. Alors là, ça c'est sur les cinq dernières années, le poids de l'innovation à marque distributeur versus les marques nationales. C'est en niveau européen. Donc on se rend compte de quoi? C'est que 21% des nouveaux produits à valeur ajoutée qui arrivent sur les différents marchés européens sont des marques de distributeurs. Plus d'un nouveau produit sur 5. Donc, on ne peut pas dire que la marque de distributeur n'innove pas, ça n'est pas vrai. Elle innove, en tout cas pour 21% des nouveaux produits qui arrivent sur le marché, sont effectivement des marques de distributeurs. Alors tout ça, c'est une moyenne. Alors vous voyez qu'il y a une baisse, il y a 2 ans. Alors c'est conjoncturel peut-être. En tout cas, on tourne autour de 20%, mais c'est une moyenne européenne. Quand on regarde la différence entre pays, évidemment, il y a des très très grands écarts. On peut parler de la Suisse. Bon, la Suisse, puisque la part des marques de distributeurs est éminemment importante, on le sait. Il y a plusieurs distributeurs là-bas, mais deux principaux distributeurs que sont Coop et Migros. Et on sait par exemple que Migros, quasiment 90% de son assortiment est fait de marques de distributeurs. Donc il y a une véritable engouement là-bas pour l'innovation. Les enseignes comme Migros et Coop innovent énormément. Alors on le voit également en Allemagne. Ça peut paraître étonnant. Je dirais que en tout cas c'est mon avis, en Allemagne, c'est pas la force des marques distributeurs qui fait qu'on a un taux aussi important. Je dirais c'est la faiblesse des marques nationales, puisque les marques nationales en Allemagne ne sont pas les plus innovantes qu'en Europe. Aux Pays-Bas, on connaît des enseignes comme Jumbo ou Albert Heijn par exemple qui sont très innovantes également, avec en Belgique également. Et puis on voit quand même, allons un peu plus loin. On voit que la France se situe en dessous nettement en dessous maintenant des 20%, sachant qu'il y a encore 2 ou 3 ans, on était autour de 19-20%. Voilà. Alors c'est peut-être conjoncturel, pourtant les marques de distributeurs françaises innovent, mais on a aussi, et force est de le constater, beaucoup de marques nationales et qui innovent beaucoup, des marques nationales, des grands groupes, oui, mais aussi beaucoup de PME en France qui existent justement par l'innovation et avec une force de proposition très intéressante. Alors, quelles sont les stratégies? Qu'est-ce qu'on peut voir comment on peut observer justement les stratégies des différentes enseignes? Alors, pour ça, on utilise, beaucoup d'entre vous le connaissent sans doute déjà, c'est l'arbre des tendances protéines XTC. C'est une matrice que nous avons créée il y a plus de 20 ans maintenant, 25 ans, première édition d'ailleurs du baromètre mondial de l'innovation, qui nous permet de segmenter l'innovation, l'offre nouvelle sur les tendances. On va dire, pour faire simple, hein, que le tronc de l'arbre, ça va être notre consommateur, et notre consommateur, il a des revendications par rapport à un sujet alimentaire. La première, c'est le plaisir, et tant mieux, hein, on est là pour apporter du plaisir aux gens, mais un plaisir qui doit être garanti par des garanties de santé, des garanties de forme, hein, d'apparence, de praticité et d'éthique. Alors les tendances qu'on voit au-dessus, les ronds les plus petits sont justement notre grille de tendance. Tous les nouveaux produits qui sont répertoriés dans la base de données Inspire, qui nous sert à faire ces études, cette base de données que nous avons créée il y a 20 ans, 25 ans,
tous ces nouveaux produits, qui recensent tous les nouveaux produits du monde. Donc, marque nationale et marque de distributeur sont critérisés sur la base de cet arbre des tendances. Hein. Alors, pour faire simple, le plaisir, ça va être la sophistication, l'exotisme, la variété d'essence, le fun, la santé, la naturalité, le végétal, le médical, le fonctionnel. Hein. La forme, c'est la minceur, l'énergie, bien-être, le nomadisme. La praticité, ça va être la manipulation des produits, le gain de temps et le nomadisme, pardon, et la forme, le troisième, c'était la cosmétique, pardon. Et enfin, l'éthique, la solidarité et l'écologie. Voilà simplement. Les tendances. Donc, tous les produits sont critérisés sous ces tendances. Quand un produit il répond à une tendance particulière, une ou plusieurs, évidemment. Et puis, les petites feuilles que vous voyez sont les leviers d'innovation. C'est-à-dire que nous, on passe notre temps à regarder comment font les industriels ou les enseignes à innover. Et ces leviers, c'est ce qu'on répertorie dans nos différentes études. C'est la manière de jouer la sophistication, la manière de jouer la variété d'essence, etc. Ça change tout le temps. Et c'est ce que on révèle dans nos différentes études annuelles. Alors, sur cette base-là, on peut regarder comment se structure un an d'innovation à marque de distributeur en Europe. Qu'est-ce qu'on constate ? Sans grande surprise, c'est que la première des réponses que l'on apporte à marque distributeur, c'est des réponses plaisir aux consommateurs, hein, plus d'un nouveau produit sur deux, et vient ensuite des réponses en termes de santé pour près un peu moins d'un tiers des nouveaux produits. C'est-à-dire, comment on pourrait dire, ce sont les premiers positionnements des produits qui apparaissent, parce que bien sûr, un produit n'est pas que santé, un produit n'est pas que plaisir, un produit n'est pas que éthique, mais il a toujours une première promesse. Cette promesse, c'est cette promesse que l'on fait aux consommateurs, la promesse principale, c'est là-dessus que nous nous basons. Donc, on a une dimension plaisir qui est plus importante et cautionnée par le plaisir. On voit que la forme, et notamment la minceur, notamment c'est l'énergie bien-être, est faible, et la praticité aussi également. Aujourd'hui, on ne valorise plus ces nouveaux produits, ces innovations, beaucoup moins en tout cas sur la praticité. Peut-être que maintenant la praticité pour le consommateur est indue, et peut-être qu'en termes d'innovation, depuis, je sais pas, les emballages micro-ondables ou autres, on n'a pas inventé grand-chose et que la praticité peut-être reste à inventer. Alors, ce qui est intéressant également, c'est, et puis l'éthique. Alors c'est important, l'éthique, puisqu'il y a encore 5 ou 6 ans, on était autour de 1%, 1 ou 2%. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une poussée de l'innovation éthique, alors l'innovation solidaire ou l'innovation écologique, de la part des enseignes européennes. Simplement, ce que je veux dire par rapport à ça, si on voit d'une année sur l'autre, vous voyez, il y a quelques évolutions, mais si on le comparait aux marques nationales, disons que les marques nationales innovent davantage, un petit peu plus sur des positionnements santé et un peu moins sur des positionnements plaisir. Voilà, peut-être que on peut comprendre pourquoi, mais sinon les proportions sont sensiblement les mêmes. Alors, ce qui est intéressant de constater, cette étude permet de voir également alors on va pas parler de stratégie, mais d'axes d'innovation de différentes enseignes. Vous avez la première colonne, c'est la première colonne. Ouais, les animations, oui. La première colonne, c'est le niveau européen, c'est les chiffres qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, ça vous permet de repérer les enseignes par rapport à cette moyenne européenne. On constate, par exemple, sur l'enseigne Auchan, que l'enseigne Auchan, voilà, elle axe sur la santé, la partie en bleu. Voilà, et normalement, la partie en bleu. Sur l'enseigne Carrefour, c'est assez réparti entre le plaisir, la santé et l'éthique. Vous voyez que les enseignes innovent pas mal en éthique. L'enseigne Casino joue davantage sur le plaisir. Intermarché, l'éthique, beaucoup d'éthique, on le voit, c'est quand même notable. Alors c'est conjoncturel, bien sûr, c'est une année d'innovation. Il suffit qu'une gamme soit lancée pour que sur différentes catégories de produits pour que le taux augmente, mais ça reflète en tout cas si ce n'est une stratégie d'enseigne, en tout cas un axe de travail de la part des enseignes. Quand on regarde également Leclerc est le champion de l'éthique cette année, hein, puisque c'est le
taux le plus important, et c'est considérable. Hein. Il y a 4 ou 5 ans, on n'avait pas ces chiffres-là. Enfin, U joue davantage sur la santé, notamment sur des axes de naturalité. Et enfin, Picard, on le sait, Picard, c'est avant tout le plaisir, avec on va dire un peu de santé et un peu de praticité. Hein. Picard, ce sont les produits pratiques. Et on se rend compte que Picard, en tout cas, ne se positionne pas principalement, en tout cas dans l'innovation de l'année, sur des notions d'éthique, contrairement aux autres principales enseignes généralistes. Voilà pour les innovations. On peut regarder également, et c'est intéressant de ces chiffres-là, parce qu'ils vous permettent, vous utilisateurs et responsables de marque propre, par exemple, d'aller benchmarker dans d'autres pays les réponses apportées. Quand on voit, par exemple, là vous avez, donc c'est un peu la même chose sur trois grandes enseignes aux États-Unis. Vous avez donc la moyenne aux États-Unis qui est ici. Et puis regardons Whole Foods Market. Donc Whole Foods Market, on connaît bien l'enseigne. C'est une enseigne qui joue beaucoup sur la naturalité, beaucoup sur la santé, des produits bio avec des promesses, des promesses d'énergie, de bien-être, etc. Donc, si on travaille sur ces dimensions-là, c'est véritablement intéressant d'aller benchmarker, d'aller regarder ce que font ces enseignes. Avec, bien sûr, il ne s'agit pas, et je le redis toujours, il ne s'agit pas d'aller copier les produits, mais d'aller s'inspirer peut-être de caractères, de leviers d'innovation, de caractères innovants, donc, qui peuvent être inspirants. Hein. Il n'y a pas de mondialisation alimentaire. Un produit ne marche pas partout dans le monde, mais on peut aller s'inspirer de choses intéressantes dans ces enseignes-là, notamment Whole Foods Market sur tout ce qui est dimension santé et naturalité, par exemple. Évidemment, si on veut jouer la carte plaisir, il faut aller voir Trader Joe. Trader Joe, c'est l'enseigne du plaisir par excellence. C'est sans doute parmi toutes les enseignes, celle dont les nouveaux produits, dont les produits MDD ont le plus de personnalité. Hein, véritablement, on reconnaît presque un produit Trader Joe en le voyant sans voir d'où il vient. On le reconnaît, on voit que c'est Trader Joe. Ça montre bien là un vrai travail de personnalité, de personnalisation, donc de différenciation. Là, c'est une vraie marque de distributeur qui joue bien ce côté différenciant. Et puis, et puis le troisième, donc des distributeurs qui a une position équilibrée entre santé et plaisir aux États-Unis. Donc, ce qui est important maintenant, on va regarder en termes de tendance des leviers d'innovation utilisés par différents distributeurs qu'il est bon de regarder. Alors bien sûr, on a dans cette partie-là, on a là même dans la partie quantique qu'on vient d'aborder, on a choisi les éléments qui nous paraissaient intéressants. Il y en a beaucoup d'autres dans l'étude. Alors ici, avant même de parler de tendances et d'offres, il est toujours bon de se rappeler quelles sont les grandes revendications actuelles du consommateur, ce qui est important dans les changements. Hein. Là, on va s'arrêter uniquement sur ce qui me paraît important en termes de changements, qui selon moi sont des changements qui sont à prendre en compte lorsqu'on est responsable d'un développement de produit. La première chose, et on le disait tout à l'heure, c'est qu'il y a, et c'est tant mieux pour l'alimentaire, une priorité au plaisir. Alors, et priorité notamment au petit plaisir. Mais je vais m'arrêter là-dessus sur ce point-là parce que aujourd'hui, on observe une dérive quand même. L'alimentation est avant tout affaire de plaisir. Souvenez-vous, dans les années 2000, on a oublié ça. Hein, on a pensé et on a dit la première motivation du consommateur, c'est la santé, c'est ce qu'on disait. Donc, on a fait l'erreur des alicaments, des produits qui avaient comme première promesse une première santé, et on oublié le plaisir. Ces produits ont été des échecs et voilà. Donc, il faut quand même se le rappeler. Et aujourd'hui, l'erreur peut-être qu'on a faite sur la santé et les alicaments dans les années 2000, on l'a fait aussi peut-être un petit peu sur l'éthique, la citoyenneté, l'écologie. On a des produits, quand on voit certains produits dans les rayons, ils ont une promesse d'écologie, une promesse d'éthique avant même de dire qu'ils sont bons. Et peut-être que là, on s'adresse à des militants et peut-être pas forcément à des consommateurs classiques alimentaires. Donc là, il s'agit d'être prudent. Cette priorité au plaisir est, à mon avis, très importante à prendre en compte et en tout cas à ne pas oublier. Le deuxième point, c'est que on sort d'une crise sanitaire importante et alors c'est une crise sanitaire mais aussi une crise économique.
avec des gens qui sont aussi en précarité, alors que cette précarité, elle soit subie, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et les 15 du mois, il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. Hein, il y a le 15 du mois, il y a des gens qui ont du mal à joindre le debout et à remplir le caddie. Donc ça, c'est une précarité subie, puis aussi une précarité choisie, parce qu'on n'est pas sûr de l'avenir, parce que c'est compliqué, et on épargne. On n'a jamais autant épargné en France qu'en ce moment. Voilà, donc il y a cette précarité, voilà, et on a besoin dans ces moments-là, dans ces crises sanitaires et économiques, de petits plaisirs du quotidien. C'est plus facile de se faire plaisir avec un petit produit alimentaire pour rythmer la journée on va prendre un petit carré de chocolat au sel de Guérande, c'est formidable, ça fait plaisir. C'est plus facile qu'aller au cinéma, qu'aller au restaurant, qui sont plus coûteux, etc. L'accessibilité des petits plaisirs alimentaires est une chose à prendre en compte. Voilà pour le plaisir. Deuxième point qu'il faut voir depuis cet épisode Covid, sans doute, ça s'est accéléré ces 2 dernières années, cette volonté du consommateur d'avoir de l'information sur les produits. On a aujourd'hui près de 8 consommateurs sur 10 qui s'informent sur leur alimentation, qui veulent de l'information sur leur alimentation. Alors je précise, je ne l'ai pas dit, mais je veux le souligner, que ces chiffres-là viennent d'une étude que Kantar fait, l'étude s'appelle Food 360, que nous faisons avec Kantar. On est partenaire de Kantar sur cette opération pour le Cial. Tous les 2 ans, nous faisons cette étude dans une douzaine de pays et notamment particulièrement en France. Là, j'ai ressorti 3-4 points essentiels qui sont communiqués par Kantar pour voir les grandes évolutions du consommateur français aujourd'hui. Alors, consommateur qui veut de l'information, mais qu'est-ce qu'il veut comme information? Et ça, c'est nouveau. Il y a un focus aujourd'hui sur la volonté d'information autour de l'ingrédient. Il veut on le voit, hein, d'où vient l'ingrédient, quel est l'ingrédient dans le produit, donc l'ingrédient, l'origine de l'ingrédient, l'origine de la fabrication du produit, où est-ce que ça a été fabriqué, donc on le verra tout à l'heure, mais l'intérêt pour le local, les labels et l'apparence du produit. Voilà comment l'attention du consommateur, une attention qui est renforcée pour des problématiques qualitatives, pour des problématiques de sécurité. Donc l'ingrédient, l'origine de fabrication, les labels, l'apparence. En mineur, en plus petit, la marque. Alors tant pis pour les marketeurs, hein, le prix, les infos qui sont on-pack, mais c'est quand même important, et les applications et les scores. Voilà, c'est quand même à noter. Vous voyez par exemple la dernière ligne. Alors oui, vous avez le total, la colonne en noir, c'est le total mondial, c'est la moyenne mondiale. Et en France, sur le côté, j'ai mis que la France, mais ça permet d'avoir les surpondérations ou les sous-pondérations par rapport à la moyenne mondiale. Alors, un sujet, oui, c'est l'environnement. Bon, évidemment, c'est un sujet qui est dans tous les esprits aujourd'hui de tous les consommateurs, mais il y a quand même un mais. Il y a un mais. L'environnement, pour le consommateur, ça se traduit en tout cas par un intérêt profond pour le réel intérêt pour le local, mais on constate quand même que les Français sont peu nombreux à déclarer objectivement changer leurs habitudes pour des raisons environnementales. Hein. C'est le local, c'est le saisonnier et l'environnement, en tout cas, en termes de modification de comportement alimentaire, vient après et dans une moindre mesure. Le consommateur d'une manière générale, alors le consommateur, là on ne parle pas de MDD ou de marque nationale, le consommateur c'est le même, hein, c'est le même qui rentre dans les magasins, qui achète des marques nationales et des marques de distributeurs, qui a les mêmes revendications en tout cas. Là on note, on a un intérêt pour les ingrédients, tout à l'heure on l'a dit, mais il y a une méfiance, il y a une vraie prise en compte de l'ultra-transformation, parce que les aliments ultra-transformés, c'est-à-dire en gros, pour faire simple, les listes d'ingrédients à rallonge et les listes d'ingrédients qu'on ne comprend pas. Je rappelle une autre étude qui avait été faite par Kantar, là également, il y a quelques années, qui montrait qu'il n'y a pas un consommateur sur 2 qui sait que glucides et sucres, il y a une relation. Il n'y a pas un consommateur sur 2 qui sait que lipides et graisses, il y a une relation. Et il n'y a pas un consommateur sur 2 non plus, je ne sais plus exactement, mais qui comprend ce que veut dire oméga 3, par exemple. Alors, quand on lui dit que notre produit, il est riche en acides gras polyinsaturés et en fibres bifidogènes, il est clair que le consommateur ne comprend rien.
qu'il y a une vraie volonté du consommateur de comprendre, et on comprend mieux les choses simples, et les produits ultra transformés ne sont pas simples. Voilà. Donc ça, c'est un des points très très nets de cette évolution du consommateur ces dernières années. Alors maintenant, dans le quart d'heure qui nous reste, on va regarder l'offre innovante MDD qu'on a pu repérer. Alors là, on a volontairement réduit, on n'a pas pu tout montrer évidemment dans le temps qui est imparti, mais on a regardé quelques exemples de tendances qui nous semblent importantes et d'initiatives qui peuvent avoir un intérêt pour vous. Alors, on va commencer par le plaisir, bien sûr, une forme de benchmark qu'elle offre MDD pour ce consommateur en termes de plaisir. On remet le poids mondial du plaisir du plaisir au centre, mais bon voilà, on va aller vite. Ici, voilà, on trouve une tendance à utiliser les codes du luxe pour montrer vraiment en termes de sophistication. On est dans la tendance sophistication ici, comme par exemple chez Waitrose au Royaume-Uni, ce saumon fumé avec des paillettes dorées, paillettes comestibles. Bon, c'est un produit que vous connaissez peut-être, qui avait été d'ailleurs présenté au CIAL, ce type de produit il y a 2 ans. On sophistique également le produit par les process anciens. C'est-à-dire, on va chercher des process anciens. Là, vous avez des chips. Il y a aussi bien Monoprix que de Kruger aux États-Unis qui proposent des chips cuites au chaudron. Voilà, c'est le fait de cuire au chaudron sophistique un petit peu le produit, lui apporte un petit peu de valeur. Ça peut être simplement l'ingrédient premium, utiliser un ingrédient même minime dans la composition du produit, mais qui donne toute la noblesse au produit, comme par exemple ici ce fromage à la crème avec des inclusions de truffes. Elles sont toutes petites les inclusions, je vous rassure, mais elles sont fortes en goût en tout cas. On le verra tout à l'heure, il y a une vraie aussi appétence pour des goûts puissants du consommateur aujourd'hui, la truffe, le safran, le gingembre, etc. Voilà, donc ça c'est l'ingrédient minime qui donne toute la noblesse et toute la différence au produit. Et puis le plus 2 sur des produits basiques, sur des produits simples. Ce produit, par exemple, c'est Système U, ce sont des raviolis, mais c'est des raviolis avec un peu plus de viande, et le produit d'un seul coup prend un peu plus de valeur parce qu'il remplit son rôle un peu plus avec une garniture de viande plus importante. On passe maintenant à la tendance exotisme. L'exotisme, c'est le plaisir du voyage, c'est le plaisir de l'imaginaire lointain. Et là, ça change tout le temps. Évidemment, c'est d'autres pays du monde, mais on voit par exemple poindre depuis plusieurs années déjà, mais ça s'accélère un petit peu, un exotisme africain. L'Afrique, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est des goûts puissants. C'est la naturalité, oui, également. Donc, il n'est pas étonnant que cette région du monde émerge en alimentaire avec des recettes salées, des mafés, des recettes d'Afrique centrale et d'Afrique occidentale que l'on connaît, mais également de plus en plus des propositions sucrées. C'est nouveau chez Monoprix, par exemple, avec ce dessert aux fruits. C'est des recettes africaines. Alors là, c'est pas l'avocat, il y a une petite erreur, mais notamment, enfin, un grand retour vers les produits d'Amérique latine. On a eu les produits Tex-Mex qui ont été complètement banalisés, mais on revient avec des spécialités de ces différents pays, comme ce sandwich argentin là, proposé par Picard. Alors, la même chose au niveau asiatique, où on ne parle plus de recettes asiatiques, hein, même les restaurants asiatiques n'existent plus, hein, on rentre dans les pays et même parfois dans les régions des pays. La Chine, par exemple, est une mosaïque de gastronomie différente. On n'a pas les mêmes recettes, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes produits si on est à Pékin ou à Shanghai. Et donc aujourd'hui, en matière d'offres produits, il faut en tenir compte. Donc on voit comme des produits vietnamiens, des produits des Philippines, des produits de Malaisie, la Corée évidemment, hein, qui revient très fort. Voilà. Et puis également des produits. Alors le Japon avec des spécialités qui sont intéressantes. Le mochi, on connaît, c'est largement développé ces 2-3 dernières années. On en a eu beaucoup en offre de marques distributeurs en France, chez Picard, chez Monoprix et ailleurs. Et là, le mochi salé, c'est une manière d'apporter une différence, une variété à une dimension exotique, un repère exotique connu. Voilà, on passe rapidement à la variété d'essence. Je le disais tout à l'heure, donc une
des goûts nouveaux, des sensations nouvelles. On a un consommateur. Le plaisir, c'est ça. Le plaisir, c'est la différence. Hein. Ce qui est habituel tue le plaisir. C'est vrai partout. C'est aussi vrai en alimentaire. Donc, on a besoin de différence. La différence en alimentaire, elle peut être apportée par des goûts, par des imaginaires, par des textures, par des odeurs, pourquoi pas nouvelles. Et là, on voit une vraie volonté de jouer le jeu de texture avec des multicouches, avec des couches de texture différentes, hein, du coulant, du fondant, du croustillant, etc. Donc là, comme chez Marks & Spencer au Royaume-Uni, ce pancake aux inclusions de perles de citron. Voilà. Des jeux de couleurs vives, simplement, on joue la couleur, c'est une manière d'apporter une forme de variété au produit, comme de Kruger aux USA avec cette glace qui est avec un effet taille qui vraiment est assez impressionnant d'ailleurs, c'est vraiment nouveau. Des saveurs relevées, je le disais tout à l'heure, le consommateur, il y a une vraie tendance, il y a quelques années, on était plutôt sur des tendances un peu consensuelles, le yuzu, les fruits, choses un peu gentilles. Maintenant, c'est des ingrédients qui sont segmentants, hein. On aime ou on n'aime pas. On aime ou on n'aime pas la truffe. On aime ou on n'aime pas le gingembre. On aime ou on n'aime pas le safran. Voilà, donc il y a même des goûts forts quoi, avec du piment, comme ici, c'est chez Sainsbury, ce burger aux inclusions de piment. Et puis les hard seltzer qui sont arrivés, ça nous vient des États-Unis, ces boissons pétillantes, ces eaux pétillantes alcoolisées, alors qui marchent bien aux États-Unis et qui sont arrivés très fort, qui sont arrivés cette année, on va dire en France, mais c'est surprenant, le positionnement en France est très flou. On ne sait pas si c'est une boisson alcoolisée avec un peu moins d'alcool, hein, parce que c'est de l'eau pétillante, ou un soft alcoolisé, ce qui serait l'inverse. Aujourd'hui, il n'y a pas de vrai positionnement sur ce produit et tout le monde arrive, tout le monde y est. Coca est arrivé en début d'année avec Topo Chico, vous connaissez, hein, donc les grands y sont, tous les grands, PepsiCo, Coca, etc. Et également les marques distributeurs, là, et Carrefour qui y est. On a même des discounters qui ont lancé le leur. Voilà, aujourd'hui, moi, je me pose des questions sur ce marché et sur la pertinence du marché en France, déjà par son absence de positionnement et peut-être aussi parce que voilà, tout le monde est arrivé en même temps avec des valeurs prix qui sont. Et moi, quand je me balade dans certains magasins, je vois que les hard sellers sont déjà en promo. Il y a une offre abondante et déjà en promo. Je peux me poser des questions sur la pertinence de ce marché. La santé, rapidement sur la santé, c'est avant tout la santé, je dirais, défensive. C'est je mange et ça ne doit pas me faire de mal. Donc là, on est plutôt sur des dimensions de naturalité. Le produit naturel, dans l'esprit du consommateur, est meilleur pour la santé. Ce qui n'est pas, on le sait bien, nous, spécialistes, c'est pas forcément vrai. Le naturel peut tuer, hein, une omelette aux champignons, si les champignons c'est des amènes-phalloïdes, on passe un mauvais moment. Donc le naturel n'est pas forcément gage de santé. Mais dans l'esprit du consommateur, en tout cas, c'est une forme de réassurance. Donc comment on peut jouer la naturalité de multiples façons. Il y a évidemment les produits bio, mais les produits bio, ben, aujourd'hui, ne serait-ce que sur le marché français, ça représente 6% du chiffre alimentaire français, c'est 12 milliards peut-être d'euros de chiffre d'affaires. Il y a eu les distributeurs, les marques de distributeurs ont fait beaucoup pour la démocratisation du bio, hein, la démocratisation et l'accessibilité du bio en termes de prix. Et aujourd'hui, il y a il y a un tassement du bio, on le sait bien, un tassement du bio qui est dû sans doute par une banalisation de l'offre. On arrive à une saturation de l'offre. Il y a des catégories où en France où l'année dernière le bio a atteint 30% des innovations de la catégorie. Donc c'est complètement dingue. On a beaucoup de bio, mais c'est pas très différenciant. Aujourd'hui, tout le monde, toutes les enseignes ont leur pâte bio, leur riz bio, leur chocolat bio, etc. Maintenant, il y a une attente pour le consommateur de bio le consommateur de bio, il est en attente aussi d'autres choses. C'est pas forcément le bio qui l'intéresse. Dans le bio, c'est la naturalité. Dans le bio, c'est aussi des dimensions par exemple, de local, des dimensions de bien-être animal, des dimensions de juste rémunération du producteur, etc., etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle le bio augmenté. Il faut aller un petit peu plus loin pour séduire notre consommateur. Donc, on voit apparaître effectivement ce type de produit. Ici, ces légumes biologiques locaux, équitables, avec un partenariat sur la durée avec les producteurs, etc. Vous voyez qu'on va bien au-delà du simple label bio. Pardon.
moules bio, il se développe un petit peu partout, même au rayon marais. Là, vous avez par exemple ces moules bio. Évidemment, le bio ne concerne que les produits d'élevage. Des moules bio, là, c'est à Carrefour en Italie. C'est bien sûr les problématiques de pesticides et les 100 résidus de pesticides, comme ici chez Intermarché, la gamme Paquito Zéro, le produit Paquito Zéro, et bien sûr tout ce qui est, je dirais, process naturel. C'est un levier qui est de plus en plus utilisé pour donner une dimension de naturalité au produit. C'est le process qui est naturel. Ça va être par exemple des process pour apporter du goût, l'infusion. On disait tout à l'heure qu'il y avait un consommateur qui était en attente de goût. Donc l'infusion. En attente de goût aussi, c'est la maturation. Au niveau du fromage ou de la viande, par exemple. La maturation est un process naturel qui apporte du goût. Ça peut être également la fermentation. Avec une autre dimension santé, certes, mais aussi une dimension goût qui est importante. Voilà. Donc, c'est cette dimension de process naturel pour donner une dimension de naturalité au produit est intéressante également à suivre. Au-delà pour terminer la santé, on ne peut pas parler de la santé sans parler du végétal, évidemment. Le végétal est une tendance qui s'est accélérée, plus qu'accélérée, qui a explosé, on va dire les choses comme ça, en matière d'offres. Mais je mettrai un petit bémol là-dessus quand même. En revenant vers le consommateur, hein, quand on parle de végétal, il est bon de se dire que si l'on prend par exemple les véganes, les végétaliens, les véganes, c'est à peu près 0,7% de la population. Si on prend les végétariens, c'est environ entre 3 et 4% de la population. Si on prend ce que les gens appellent, ce qu'on appelle, convenu d'appeler maintenant les flexitariens, c'est-à-dire les gens qui sont intéressés par le végétal, qui augmentent leur part d'estomac, leur part végétale dans l'estomac, sans renoncer bien sûr à la viande ou au poisson ou au fromage, mais quand ils consomment de la viande, du poisson, du fromage, c'est moins mais mieux. Eh ben, ces gens-là, c'est entre 30 et entre, ça dépend des instituts, hein, on nous dit 30, 35, 40, voire 50% de la population. Ces gens-là marchent au plaisir, alors que les autres sont plus des militants, et donc les flexitariens ils marchent au plaisir comme tout un chacun. Et on a beaucoup parlé santé, on parlait végétal en parlant santé ces dernières années. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il convient de leur parler davantage de plaisir. Alors, regardons quelles sont les quelques innovations remarquables dans la dimension végétale. Alors, on a eu beaucoup de substituts, de substituts de produits. Donc, bon, c'est pas nouveau. Les produits ultra frais à base de soja, par exemple, existent depuis très longtemps, mais se sont développés avec d'autres fruits, avec des fruits à coque notamment, mais aussi sur le marché des produits carnés. On a aujourd'hui donc des substituts. Toutes les marques aujourd'hui sont venues depuis quelques années déjà avec des substituts de viande. On commence à voir des mixtes avec à la fois de la viande, alors c'est étonnant, hein, mais à la fois de la viande et à la fois des ingrédients végétaux. Alors on est un pur produit. Alors je ne connais pas moi je ne parierai pas sur ces produits, mais en tout cas, on le voit arriver. On le voit aussi arriver à marque nationale, puisque par exemple, Tribala vient de lancer une Tribala Noyale, donc qu'on connaît avec les marques vraies, les produits bio par exemple, et les produits Sojasun, vient de lancer à une autre marque des produits mixtes qui sont à la fois produits laitiers et produits du lait et du lait de vache, donc, et également du lait, si on peut appeler ça comme ça, de fruits à coque. Les d'amandes, par exemple. Donc, un mixte. Donc là, il y a une génération nouvelle de produits qui est en train d'arriver, mixte, à observer en tout cas. Les substituts de viande, on en a parlé. Il y a également les substituts de fromage. Là, il y a une attente à ce niveau-là, non pas forcément une attente importante, mais il y a des consommateurs qui pourraient être intéressés. Et moi, je pense qu'effectivement, le fromage le fromage végétal, si on peut appeler ça comme ça, a sa place sur le plateau de fromage à côté des autres fromages et peut satisfaire un nombre de consommateurs importants. En tout cas, aujourd'hui, force est de constater que l'offre n'est pas à la hauteur. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On a beaucoup de produits de fromage frais, mais les fromages à pâte dure, c'est un peu plus difficile.
même si on a dû râper, des choses comme ça. En tout cas, il y a encore une attente d'innovation sur ce segment-là. C'est également le poisson entre guillemets vegan. Là, il y a des choses qui existent, qui commencent à exister à marque nationale. Nestlé a testé un thon Vuna en Suisse, par exemple. On a ce genre de produit qui est en train d'arriver. Et également, là, par exemple, Albert Heijn aux Pays-Bas avec une spécialité à tartiner à base de thon. Et puis également, le vegan touche les glaces, et vous remarquerez que, on en parlait tout à l'heure, mais on est là dans une dimension plaisir. Ce que nous présente Migros en Suisse ici, la glace végétale, elle est gourmande. Vraiment, les leviers et les codes packaging sont des codes de gourmandise et non pas des codes de santé qu'on aurait pu avoir il y a encore 2-3 ans. On me dit qu'il faut que j'accélère, alors j'accélère un petit peu. La santé, c'est aussi la fonctionnalité et ce que nous on appelle la tendance médicale, la fonctionnalité santé. On n'est plus dans le je ne veux pas me faire de mal en mangeant, mais je veux me faire du bien et ça peut avoir un rôle positif sur ma santé. Donc on a là des choses un petit peu classiques. J'attends la slide qui va suivre. La voilà. Ce qu'on a vu, et notamment depuis la crise Covid, on a eu un boom sur l'offre avec une promesse d'immunité, une promesse de protection du corps, une promesse d'immunité sur l'ensemble des produits lancés dans le monde. On a regardé sur la même pendant un an avant Covid et après Covid, le nombre d'innovations avec une promesse d'immunité a été multiplié par 8. C'est considérable. Dans le monde entier, aussi bien marque nationale que marque distributeur, etc. Donc attention, c'est des promesses qui peuvent satisfaire certains consommateurs dans certains pays. Il faut quand même se méfier, mais en tout cas sur le marché français, les Français ne fonctionnent pas comme les Allemands, comme les Chinois, comme les Japonais, etc. Donc il faut être prudent, mais en tout cas cette volonté de se protéger avec son alimentation peut être intéressante. On a eu même des tentatives qui, avec peut-être plus de naturalité sur le marché français, avec par exemple, on a vu des communications bleu blanc cœur qui nous disent que les oméga 3 peuvent avoir une fonction de protection du corps, notamment par rapport à l'inflammation des poumons liée au Covid, etc. Donc on a aujourd'hui aussi cette dimension-là qui peut, l'alimentation peut protéger, et c'est quelque chose qui peut être source d'innovation. Alors évidemment, la santé, c'est le moins de sel, le moins de sucre, on en parle beaucoup, mais le moins de sel, notamment du sel caché. Donc il y a une vraie communication de santé publique pour diminuer le sel. On le voit également ici avec Casino, qui propose des huîtres pauvres en sel. La caution nutrition, ce qui était étonnant de voir que les cautions, elles étaient apportées par des médecins il y a encore quelques années. Maintenant, on a eu des nutritionnistes également. Maintenant, on a des influenceuses qui apportent une caution nutritionnelle sur le bien manger. L'autre levier d'innovation, c'est l'apport en protéines. Ça, c'est une tendance qui nous vient des États-Unis, qui ne touche pas encore énormément le marché français, si ce n'est pour une cible de sportifs par exemple, mais on le voit venir avec des produits comme ce produit en Allemagne, une crème glacée très protéinée avec un code packaging à l'américaine justement, avec un height protéine en gros sur le pack. J'accélère un petit peu donc sur la forme. La forme, c'est la minceur. La minceur qui était une tendance importante il y a encore une dizaine d'années, qui aujourd'hui est beaucoup plus faible. Alors comment parler minceur au consommateur et comment c'est d'aller en parlant c'est d'aller chercher des alternatives au sucre, par exemple. Ça veut, par exemple, on a aux États-Unis, on utilise le monk fruit, qui est une forme d'édulcorant naturel, sans calories, qui permet de texturer un produit et de lui apporter une saveur agréable sans calories. Le régime keto, qui est très américain, mais qui commence à voir un petit peu également en Europe, le régime keto, qui est une alimentation qui consiste à une réduction massive des apports en glucides. C'est aussi une manière de positionner les produits. Le plus de fruits et le moins de sucre, c'est classique. Là, on a la marque U des confitures qui nous dit 65% de fruits, c'est-à-dire que là, on joue la minceur plaisir. Ça aurait été, il y a quelques années, cette confiture, elle serait appelée confiture light.
light parce que moins de sucre et plus de fruits. Et là, on joue justement le côté plaisir, un plus de fruits et moins de sucre. Voilà, c'est un petit peu l'inverse, mais c'est presque, j'ai envie de dire, le même produit, le moins de sucre est positionné plaisir. Et puis une tendance également qu'on avait vue qu'il y a quelques années, notamment aux États-Unis, fortement aux États-Unis, et qui continue à se développer, c'est l'indication calorique sur le produit, très clairement affiché sur le produit, en l'occurrence ici 383 calories. La praticité, on a bientôt terminé, donc le gain de temps et la manipulation de produits, mais on va s'arrêter sur le gain de temps. Pourquoi le gain de temps? Parce après le Covid, on a eu une forte proportion de consommateurs à faire les choses de manière contrainte à la maison, faire soi-même à la maison. On était obligé 2 fois par jour quand on était en confinement. Ça a donné des vocations, ça a créé des vocations. Et également, mais maintenant, on y revient. Aujourd'hui, on est revenu à une forme de fonctionnement quasi normal. Donc, on veut faire à la maison, mais on a un quart d'heure pour préparer le repas ou 20 minutes pour préparer le repas. Donc, il faut nous aider. Il faut gagner du temps. Mais il y a toujours cette vocation. Je veux pas que ce soit tout fait. Je voudrais avoir une participation, mais gagner du temps et que ce soit un petit peu faire moi-même. Alors, tous ces produits qui aident à faire soi-même sont intéressants et on voit pas mal d'innovations arriver, comme par exemple des garnitures pour tarte salée chez Picard. La garniture, on met ça sur son tarte et c'est bon. Pour faire soi-même sa pizza, hein, c'est Pennymarkt en Allemagne qui propose une sauce tomate pour pizza à faire soi-même. Voilà. Mais le faire soi-même, c'est également pour des populations qui ont l'habitude de faire beaucoup eux-mêmes, notamment les végans, les végétariens. Les végétariens font beaucoup la cuisine eux-mêmes. Voilà, donc répondre avec une offre de produits, de kits ou de produits constitutifs d'un plat pour végétariens peut être intéressant également en termes d'innovation. Et enfin, également les produits pratiques véganes, végétaux à consommer rapidement, comme ici le bowl. Hein, il y a eu un boom du bowl, des produits à consommer en bowl, des fruits micro-ondables. Là, ce produit est chez Picard. Voilà, donc des produits très faciles à consommer et surtout à préparer rapidement. Voilà pour le gain de temps. Et derrière, on arrive à l'éthique, ça sera notre dernier axe, et 2 tendances. La solidarité, tendance forte, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui est source d'innovation dans les enseignes, et les marques nationales évidemment. Donc dans les enseignes, ce que l'on peut voir, ici un supermarché Match avec une viande de bœuf d'origine locale issue d'une filière équitable. Bon, beaucoup d'enseignes jouent cette carte-là également. Hein, c'est une agriculture toujours plus proche du consommateur. Hein. Il y a aujourd'hui, malgré l'agribashing qu'on a connu ces dernières années, hein, qui est peut-être plus médiatique que vraiment au niveau du consommateur, parce qu'on sent dans les études un vrai intérêt des consommateurs, des Français pour leur agriculture. Donc tout ce qui est partenariat longue durée avec les producteurs, avec les éleveurs, hein, comme ici Picard, légumes biologiques, locaux, équitables, avec un partenariat sur la durée d'au moins 3 ans. Les partenariats associatifs, Mark Spencer ici avec un duo de yaourt biologique pour bébés en faveur d'une association caritative. Et puis encore une fois la solidarité avec des agriculteurs. On le voit ici avec le produit d'Intermarché, des fruits solidaires soutenant les agriculteurs victimes du gel. Cette année, l'Intermarché achète à 24 partenaires agricoles leurs fruits présentant des défauts d'aspect afin de leur offrir les débouchés nécessaires pour écouler leur stock. Voilà, donc une forme de solidarité bienvenue entre enseignes et amont producteurs. Et enfin, dernière tendance, la tendance écologie, toujours évidemment dans l'axe éthique. Et là, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup de travail à faire encore, mais beaucoup d'initiatives, que ce soit à marque nationale ou à marque de distributeur. Alors, en ce qui concerne les marques de distributeurs, on peut, j'attends la slide, là voilà, il y a différentes choses. L'écologie, c'est aussi, ça peut être l'anti-gaspi. Hein. On a remarqué l'initiative de Carrefour qui avait été testée sur Carrefour, en supermarché Carrefour. Ça avait été testé, je crois que ça se généralise. C'est un assemblage de fruits déclassés, c'est-à-dire que le chef de rayon voit les fruits qui commencent à perdre, qui ont moins bonne mine, on va dire les choses comme ça en rayon, qui les met dans un pack qui fait 2 kilos, c'est vendu à 1,50 € le kilo.
Donc, et ça cartonne, ça marche très fort. Voilà, donc ce genre de choses, hein, ce qui permet d'éviter le gaspillage. Faut savoir qu'on le sait, les chiffres sont inquiétants. Un tiers de la production alimentaire est jetée dans le monde. C'est à tous les niveaux, au niveau de la production, des producteurs, au niveau des distributeurs, au niveau des fabricants, mais aussi au niveau du consommateur. Je crois que tout ce qui aide le consommateur à moins gaspiller, parce que c'est perçu comme de la perte d'argent, et on l'a vu tout à l'heure par rapport au prix, il y a une vraie attente à ce niveau-là. Donc c'est tout ce qui est tout ce qui peut aider le consommateur à ne pas gaspiller est source d'innovation intéressante à mon sens. Ça peut être, comme ici, des produits déclassés, ça peut être aussi un meilleur dosage, une meilleure conservation dans le frigo, dans les placards. Voilà, tout ce qui aide à ne pas gaspiller peut être intéressant en termes d'innovation. C'est bien sûr le bien-être animal. On remarquera le label, le logo créé par Casino qui se généralise maintenant, et avec deux associations, hein, pour le bien-être animal, qui permet à la manière du Nutri-Score de noter le niveau de bien-être animal du produit. Vous voyez ici, ces poulets fermiers biologiques, le niveau du bien-être animal est noté, il est A. Il y a des associations derrière qui cautionnent cette notation. L'emballage écologique, là, il y a beaucoup d'initiatives et il y a beaucoup à faire également, avec des emballages. Soit on passe du plastique au carton, comme ici ce qu'a fait la Scamarc Leclerc avec ses glaces biologiques, qui est dans un bac en carton avec une opércule recyclable. Ça peut être aussi de la réduction de carton. On voit de plus en plus de produits avec 60%, 50%, voire 70% de carton ou de plastique en moins. Et ça, c'est une dimension intéressante en termes d'innovation et de bénéfices pour le consommateur. Toutes les tables rondes qu'on fait avec nos consommateurs, on a souvent ce verbe bâtim qui nous dit que la première chose qu'ils font en rentrant des courses, c'est de jeter une poubelle de suremballage, et ils viennent de l'acheter, et c'est toujours très mal vécu. Donc tout ce qu'on peut faire à ce niveau-là peut être intéressant. C'est à la fois écologique pour le consommateur et économique pour lui également. Et enfin, et c'est plus nouveau, mais c'est intéressant, c'est l'impact carbone qui est compris par le consommateur. Hein. L'impact carbone, il sait que en gros, c'est de la pollution. Plus l'impact est faible, mieux c'est pour la planète. Donc tout ce qui va dans ce sens-là, comme le fait Auchan en France avec son poulet ici, par exemple, peut être intéressant. Voilà, donc on arrive à la conclusion. J'ai un peu dépassé le temps qui m'est imparti, j'en suis désolé, mais je dirais, au-delà de ces tendances que l'on a vues, eh bien, si je devais donner peut-être des signaux à penser pour l'avenir, en plus de ce qu'on vient de voir, évidemment, je dirais que c'est le premier, c'est on a vu l'information, on a vu que le consommateur allait chercher l'information, avait besoin d'information, d'une information fiable. Et je crois qu'on est l'information, ça va être la prochaine révolution alimentaire, j'en suis convaincu, notamment avec l'arrivée de la blockchain qui permet de tracer les produits sur toute la filière, de l'amont à l'aval, qui trace toutes les transactions. Et cette information, elle existe. On saura, si vous dites que votre jambon, il est fait avec amour dans vos ateliers en région, c'est bien, mais on saura aussi peut-être que le porc, il vient du fin fond de l'Espagne ou de la Roumanie, et ils ont fait 3000 km avant d'arriver à l'abattoir dans des conditions épouvantables. Donc voilà, ça, je crois que la blockchain demain va apporter une forme de transparence, et il s'agit de tenir compte de ça pour l'avenir, de l'information qui sera accessible aux consommateurs et qui passe plus par le producteur ou le distributeur, mais qui passe par des tiers. On le voit déjà avec Yuka, par exemple, on le voit déjà avec le Nutri-Score. On n'a rien demandé à personne, et c'est sur les produits ou c'est sur les sites marchands. Donc voilà, l'information qui arrive aux consommateurs aujourd'hui, elle émane de tiers et de tiers caution. Le deuxième point à voir, c'est que l'alimentation, notamment c'est un effet Covid, sera plus protectrice, notamment par rapport aux risques sanitaires. Ça, il faut s'y préparer. Donc voilà, ça peut être des pistes aussi de valorisation produit. Et enfin, le troisième point, c'est le végétal, évidemment. Le végétal qui doit être un végétal plaisir, on le disait tout à l'heure, hein, un végétal, c'est plus un végétal militant, c'est plus un végétal santé, mais vraiment un végétal plaisir qui fait partie de notre quotidien. Et pour faire partie de notre quotidien en France, il faut qu'il soit gastronomique. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on le voit déjà avec l'offre que l'on
connaît, à base de légumineuses ou à base de céréales, où on arrive à faire des choses qui sont relativement gourmandes. On est loin des produits, notamment ce qu'on appelle les meat-like, comme Beyond Meat ou les nouveaux agriculteurs, je ne sais plus comment ils s'appellent en France, etc., qui nous font des produits, mais avec ultra transformés et avec une liste d'ingrédients rallonge. Donc là, il faudra aller vers plus de naturalité. Et demain, on peut commencer à penser à la viande cellulaire, qui a un intérêt, c'est que c'est un produit animal, puisque c'est fait à partir de cellules d'animal, et qui évite évidemment l'abattage des animaux. Alors ça, c'est pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a sans doute une piste de développement intéressante à avoir pour un avenir un peu plus lointain. Voilà, j'en ai terminé. Simplement pour vous rappeler que tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui sont des éléments vraiment choisis, quelques éléments dans l'ensemble de l'étude qui est à votre disposition. Je crois que le tarif est de 1 950 €. Oui, on me confirme que c'est ça, comme chaque année. Il suffit simplement de nous contacter si cette étude vous intéresse. Merci Anne-Claire. Peut-être des questions. Je vois qu'il y a 78 personnes avec nous encore. Ouais, merci Xavier pour cette présentation. Alors, est-ce que je peux vous proposer qu'on passe aux échanges questions-réponses, hein? J'ai vu que ça avait pas mal, il y avait eu pas mal de pop-up lors de la présentation. Donc, pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, je vous propose voilà, de parcourir la question ensemble. Et Xavier, je te laisse y répondre. Alors, du coup, je remonte au début, hein. J'en sélectionnais quelques-unes. Il y avait Charlotte qui nous demandait s'il n'y avait pas d'enseigne spécialisée. Alors, est-ce que alors, j'ai un petit peu d'écho, excusez-moi. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'enseigne spécialisée? Alors nous, on surveille évidemment toutes les enseignes et notamment les spécialisées. Je n'ai pas voulu dans cette étude, dans ce que j'ai montré, choisir des produits, par exemple d'enseignes comme Biocoop ou d'enseignes comme Naturalia ou d'autres, qui sont pour le coup véritablement spécialisés. Il y a des produits à marque propre dans ces enseignes qui existent, mais qui, disons, aujourd'hui sont vraiment pour un public de militants spécialisés et on n'est pas dans un cadre d'une distribution générale. Je pense que ça aurait peut-être été, je dirais, ça aurait orienté peut-être le débat avec des exemples qui sont vraiment des exemples très spécialisés. Il y a des produits aujourd'hui très, très spécifiques qu'on peut trouver dans certaines enseignes. Là, j'ai voulu avoir une approche beaucoup plus pour la distribution des GMS, des grandes et moyennes surfaces, quoi. Des enseignes classiques. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais effectivement, je n'ai pas voulu axer la présentation sur je ne dirais pas des exceptions, mais des produits très spécifiques. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Je continue avec une autre question que je vais lire, Xavier. Alors, bonjour, de Emmanuel. Et bonjour Xavier, vous parliez d'une attente conso assez faible vis-à-vis du Nutri EcoScore sur les packaging. Pourriez-vous spécifier ce point, car je constate plutôt l'inverse de mon côté, avec un système simple et simpliste qui répond à cette attente de choix facilité en rayon. Comment l'aborder aujourd'hui selon vous? C'est compliqué, là j'aurais du mal et je crois que chaque cas est particulier. Alors attention, quand je dis que les problématiques écologiques ne sont pas les plus fortes pour le consommateur, c'est évidemment, on nous rebat les oreilles avec l'écologie, on a ça partout dans la presse et aujourd'hui, évidemment, c'est une dimension importante pour le consommateur et qui progresse. Si j'ai fait comprendre l'inverse, c'est une erreur, hein, je ne veux surtout pas dire ça, mais simplement aujourd'hui, la santé, je dirais, la santé passe avant l'écologie et l'économie passe avant l'écologie pour le consommateur. Voilà ce que j'ai voulu dire. Et par rapport à l'éco-score aujourd'hui, si la question est sur l'éco-score,
bon, c'est des choses qui ne sont pas connues aujourd'hui du consommateur. Le consommateur, il comprend les scores, il comprend le Nutri-Score parce que c'est simple. Enfin, il le comprend. Peut-être qu'il le comprend mal. Et après, il y a tout un débat. Je ne suis pas là pour juger de la pertinence du Nutri-Score, mais c'est des notes de A à E, comme à l'école. Mais à l'école, on ne fait plus ça. Même, il n'y a pas de moyenne qui est faite. Mais bon, en l'occurrence, là, ça note le caractère nutritionnel du produit de A à E dans sa catégorie. Bon, c'est réducteur, c'est simpliste, mais en tout cas, le consommateur le comprend. Donc, l'éco-score, il le comprendra de la même manière, comme le score du bien-être animal, etc. Attention aussi à l'abus de score, on en voit beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est comme l'abus de logo, de labels. On a compté, nous, plus d'une centaine de labels qui existent. Alors, il y a les labels officiels que l'on connaît, le bio, le label rouge, le label les indications géographiques protégées, par exemple. Et puis, il y a tous les signes distinctifs que le consommateur il prend pour un label. Ça va être des produits en Bretagne, des produits locaux, produits dans la Creuse, ça existe, hein. Même des produits de l'année, des saveurs de l'année, etc. Vous en avez une centaine qui existent. Le consommateur, il ne comprend pas tout. Il y en a qui sont complètement qui ne sont complètement, par exemple dans l'univers du poisson, le MSC, le consommateur ne sait pas ce que c'est. Je sais pas. Et bon, il dit ça doit être bien si c'est un label, mais il sait pas trop ce que ça veut dire. Donc je crois que on a intérêt à expliquer, à faire comprendre, à raconter l'histoire. C'est ce qu'on disait sur le bio. Le bio, c'est un label, on sait, il est apprécié, on sait, et c'est connu, mais d'aller raconter un peu plus loin que le bio pour, pour donner des éléments de réassurance aux consommateurs. Donc, l'importance, à mon sens, c'est d'expliquer la valeur ajoutée. Alors, pour l'écologie, en quoi mon produit est écologique, en quoi l'éco-score, qui est de A, de B ou de C, pourquoi il l'est comme ça? Est-ce que parce que en termes de produits, on utilise moins d'intrants pour le produire? Est-ce que parce qu'il est local et il y a moins d'empreinte carbone pour le faire venir dans le magasin? En tout cas, tout ça est à expliquer aux consommateurs, à mon sens. Top, merci Xavier pour cette réponse. On a aussi reçu des commentaires plutôt sur le côté packaging. Par exemple, Alexandre qui demande dans les innovations, vous n'intégrez pas le plus packaging que pour apporter les packaging MDD. Est-ce que tu as un petit commentaire? Si, il y a certains produits, quand on a vu par exemple, j'ai montré le packaging de glace de Scamarc, bon, qui est en carton, alors qu'il était en plastique avant chez partout ailleurs. Bon, c'était une innovation, mais il y en a d'autres qui le font. Si, il y a beaucoup de réduction de matière en packaging. Moi, je parle, l'innovation, elle peut se situer au niveau du produit sur la recette, elle peut se situer sur le process de fabrication qui peut apporter un bénéfice, il peut se situer sur l'emballage, il peut se situer même sur le positionnement du produit, pourquoi pas, mais moi je raisonne plutôt en termes de bénéfices consommateurs. Le packaging, il peut intervenir pour des problématiques de plaisir. Packaging, voilà, on peut avoir un produit dans un packaging d'une forme rigolote, plus plaisir, plus fun, plus variété d'essence. Voilà, ça peut être un packaging qui peut intervenir avec un bénéfice en termes de santé, tout simplement parce que le packaging permet de mieux conserver le produit. Voilà, ça peut être aussi un packaging évidemment en termes de praticité, de manipulation produit, de gain de temps, comme on l'a vu avec des kits, ou de nomadisme. C'est le packaging qui permet ce bénéfice-là. Et bien sûr d'écologie, avec un packaging avec moins de matière, comme on a vu tout à l'heure, ou voilà. Et puis donc le packaging est une grande source d'innovation produit, c'est évident, à l'évidence, parce qu'il peut intervenir sur plein de nouveaux bénéfices pas apportés aux consommateurs. Il y a encore plein de questions. Là, j'en ai une sur le végétal de Céline qui dit: est-ce que les attentes en matière de produits 100% végétal concernent également les produits d'épicerie et plus précisément les biscuits sucrés ou les produits d'aide à la pâtisserie? C'est une très bonne question. Enfin, toutes les autres sont bonnes aussi, hein. Mais oui, évidemment. Je crois que celui qui est attiré par le végétal, il est bien sûr, il l'est sur certains produits. Il va davantage consommer peut-être de fruits et légumes préparés ou pas préparés en quatrième gamme, voilà, ou pas. Mais il l'est également sur des produits
des produits, des produits d'épicerie qui peuvent, il n'y a pas de raison. Il y a des produits frais, il y a des produits d'épicerie, donc des produits surgelés. Donc le végétal, l'intérêt pour le végétal, pour le consommateur, la réponse, elle doit être partout. Ça peut être des biscuits aussi, voilà, sans œufs, etc. Là, il y a des pistes d'innovation. Et puis, le dernier exemple qui était demandé, c'est les produits d'aide à la pâtisserie. C'est ça, je crois. Hein, oui, évidemment, les végétariens et les gens attirés par le végétal sont des gens qui sont très soucieux de leur alimentation de manière générale et qui font beaucoup eux-mêmes, qui font plus eux-mêmes que les non-végétariens, si j'ose dire. Donc, il faut les aider. Il faut les aider. Il y a un manque criant de produits d'aide à faire soi-même destinés aux gens qui cuisinent végétarien. Et là, il y a des pistes d'innovation. Alors, une autre question slash réflexion de Marie-Victoire. Chaque enseigne a son axe d'innovation en MDD. Pensez-vous que cela est une stratégie fixe et définie ou bien cela représente justement une ouverture pour les industriels en proposant des produits qui viennent compléter l'offre sur des axes d'innovation moins présentés? Par exemple, Leclerc, roi de l'éthique, manquerait-il de produits plaisir? Alors, il faut. Là c'est. Ce qu'on a vu est une photographie sur un an. Donc il y a forcément un biais conjoncturel qui fait que si par exemple une enseigne et par exemple joue beaucoup sur l'éthique cette année parce que peut-être qu'il y a un phénomène de rattrapage cette année par rapport aux années, ils étaient peut-être en retard par rapport aux concurrents. Donc il faut être quand même prudent sur ces chiffres-là. Ça montre en tout cas, les chiffres montrent un effort actuel sur un axe d'innovation. Mais oui, je crois que tous les distributeurs que j'ai la chance de connaître sont en attente des industriels d'être force de proposition. Ils comprennent, ils connaissent ces tendances, ils y travaillent, ils voient et ils attendent généralement des PME hein, qui sont leurs fournisseurs, d'être force de proposition sur ces tendances-là, sur ces nouvelles tendances. Le souci du distributeur, c'est de pas louper une tendance, ça c'est clair, mais aussi, on le disait tout à l'heure, et c'est un vrai sujet, c'est d'être différenciant. C'est pas moi, ok, si je fais des pâtes bio, bon, je fais des pâtes bio parce que j'ai vu que Auchan les a. Bon, ben, ok, on va faire des pâtes bio. Mais à un moment donné, c'est pas différenciant, c'est pas ce qui va faire venir le client dans le magasin. Donc, il faut être source d'innovation, il faut apporter de la différence. Cette différence, elle peut venir parce qu'on a vu, nous, distributeurs, avons nous un manque dans la gamme, mais ça peut être aussi le fournisseur qui se dit, tiens, là-dessus, ils sont pas très forts par rapport à l'autre enseigne, je vais les aider à être plus forts. Top, je vais encore prendre 3 questions. Donc de Tanguy et de Camille. Donc Tanguy qui nous demande ne pensez-vous pas que la notion d'information complète au consommateur, du consommateur, donc la blockchain, toute la question de transparence, et les développements de meat, cheese, fish analogues et viande cellulaire s'opposent, dans le sens où ce sont des process qui se rallongent et se complexifient autant que la liste d'ingrédients? Oui, forcément, oui, ça s'oppose quand on dit ça s'oppose. Hein, vous avez, on le sait que notre consommateur, il est un petit peu parfois dur à suivre. Ce qui fait son charme, hein, qui vous dira, moi, jamais d'huile de palme, bah, sauf dans le Nutella, hein, parce que j'adore le Nutella. Bon, le consommateur, il est comme ça, qui va manger un gros gâteau et à côté, il y aura un Coca Light. Bah, c'est comme ça. Le consommateur, il a parfois des comportements qui ne sont pas dans leur globalité, ils ne semblent pas cohérents dans leur globalité. Mais ça fait partie de ce qu'est le consommateur. Donc oui, le consommateur veut plus de naturalité et il peut se tourner vers des produits, des mythes analogues qui sont des produits ultra transformés, sauf lorsqu'il le comprend. Effectivement, quand vous avez par exemple des mythes analogues qui mettent 100% végétal, parce que c'est le cas,
c'est le cas. Ces produits, c'est Beyond Meat par exemple. Beyond Meat est 100% végétal, mais on fait de l'ultra transformé 100% végétal, des additifs végétaux, voilà. Et un produit ultra transformé n'est pas forcément un produit empreint de naturalité comme le souhaiterait le consommateur, mais ça peut être trompeur de dire 100% végétal. Donc il faut, aujourd'hui, moi je crois qu'à un moment donné, le consommateur arrive toujours à comprendre ce qu'on lui propose, et qu'il faut être vigilant là-dessus, mais il faut aussi tenir compte parfois de cette complexité du consommateur qui peut, à un moment donné de la journée, vouloir une chose, à un autre moment, vouloir autre chose. On le fait tous, hein, on a tous fait un bon repas avec un apéritif, une entrée, un plat, un dessert, du vin, et on a bien mangé, et puis au moment du café, on met une sucrète dans le café. Bon, c'est comme ça, c'est un geste incohérent par rapport à ce qu'on a fait juste avant. Bon, c'est ça, c'est l'incohérence du consommateur, il faut faire avec. Et du coup, j'enchaîne encore avec une question de Tanguy qui rebondissait sur le discours immunité santé. Voyez-vous des MDD se lancer sur le marché des compléments alimentaires en pharmacie avec une logique de rendre l'accès à la santé plus accessible dans la lignée d'autres engagements sur l'alimentation? On sait qu'il oui. Oui, déjà hors de France, oui. En France, on peut dire que certains y réfléchissent. Voilà, la seule chose que le complément alimentaire est aujourd'hui une dimension importante, notamment par rapport à l'immunité. C'est un marché très très important, le complément alimentaire, qui marche pas comme l'alimentation, hein. Le complément alimentaire, quand on achète un produit alimentaire, on le disait tout à l'heure, c'est avant tout du plaisir et on veut une garantie santé. Voilà, par exemple, ça peut être ça. Je prends une bonne boisson qui va me rafraîchir et derrière, au-delà de ça, il y a une dimension par exemple, d'immunité, hein, ou d'énergie, ou je sais pas, de relaxation. Le complément alimentaire, il marche à l'envers. On achète d'abord une fonctionnalité, et autant que ce soit agréable à consommer ou à boire, mais ce qu'on achète d'abord, c'est une fonctionnalité. Donc c'est vraiment deux approches de marketing qui sont complètement différentes. Mais c'est vrai qu'il y a des ponts de l'un à l'autre, surtout sur les produits boissons, avec des produits avec des galéniques, ça peut être des comprimés, ça peut être différentes autres choses. Le marché des compléments alimentaires se rapproche beaucoup de l'alimentaire d'une certaine façon. Donc oui, l'offre MDD de compléments alimentaires se développe avec des promesses de beaucoup de relaxation, beaucoup d'énergie, etc. Et l'immunité est une des promesses phares des compléments alimentaires que l'on voit aujourd'hui à marque de compléments alimentaires, mais les distributeurs s'y intéressent de plus en plus. Super. Et je prends donc dernière question de Camille et on va s'arrêter là. Alors, comment évaluez-vous l'impact des tendances économiques actuelles, inflation notamment, sur ces tendances? Est-ce que, comme avec le Covid, les Français vont se restreindre mais se faire plaisir dans leurs achats alimentaires? Oui, le plaisir est le driver de l'alimentation. Moi, je reste et justement cette toute contrainte est source d'innovation. Et je crois que les contraintes de la crise économique et de l'inflation, alors c'est vrai qu'on est dans une période d'inflation qui, tous les économistes le disent, va durer en tout cas toute l'année 2022, hein, ça c'est clair. Il y a une perception de prix bas, mais on a aussi une part de plus en plus importante de consommateurs, en France en tout cas, qui sont, disons, dans une situation de précarité. Donc la tension sur les prix, on le sait très bien, elle va être très très forte. Je reste, moi, persuadé qu'on peut innover à marque distributeur à prix plus bas, avec une valeur prix plus bas, et même, je dirais même en discount, en offre discount. Le discount peut être innovant. Je prendrais, tiens, une marque distributeur de Suisse, je sais pas, c'est Migros ou Coop, c'est l'un des deux qui fait ça. Je crois que c'est Migros, qui fait un produit qui s'appelle c'est un produit premier prix. On voit des boissons, on a des chocolats, on a des biscuits, c'est les premiers prix. Nous, les premiers prix chez nous, c'est des produits moches.
C'est des produits du bas de rayon. Ils sont pas beaux, ils sont simples. Voilà. On les connaît, on n'a pas la peine que. Mais enfin, ils sont. Voilà. Et ben là, aujourd'hui, ils ont positionné leurs produits différemment. Ils ont appelé la gamme Plan B. Plan B, ça s'adresse aux jeunes. C'est le produit malin, les produits quand tu n'as pas besoin de dépenser plus. D'un seul coup, le fait qu'il soit moins cher devient valorisant parce que tu es malin quand tu l'achètes. Voilà, c'est tout bête, mais je pense qu'on peut réduire le prix en apportant un bénéfice. On peut réduire le prix en donnant des doses appropriées. Aujourd'hui, si lorsque vous faites un steak haché de 100 grammes, parce que la base du steak haché c'est 100 grammes, bon c'est bien, mais il y a des petits mangeurs. Il y a des petits mangeurs, il y a des enfants, il y a des petits mangeurs, et on peut faire aussi du steak haché de 80 grammes, et le produit en valeur faciale est moins cher. Voilà, c'est aussi ça, être malin, c'est de proposer une offre qui répond à des besoins et qui peut être plus économique. Donc oui, il y a une inflation, oui, on va faire avec, et en tout cas, l'inflation ne va pas limiter l'achat de produits à valeur ajoutée. Il y aura peut-être simplement une plus grande sélection qui est faite par le consommateur. Et ce que le consommateur, lorsqu'il est contraint financièrement, c'est les achats qu'il considère comme étant inutiles, où la valeur ajoutée n'est pas perçue par lui. Voilà, donc il y a toutes pas les fausses innovations, mais les promesses qui ne sont pas véritablement perçues comme un bénéfice, les produits sont plutôt rejetés. Donc, ce qui est important en matière de, quand il y a une tension sur les prix en période d'inflation, c'est que le bénéfice et la valeur ajoutée produit que l'on donne à son produit soit réellement perçu comme tel par le consommateur pour qu'il puisse y consacrer le prix qu'on lui propose. Merci Xavier. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a bien frustrant parce qu'il y a tout ça. C'était intéressant. Ouais, c'est frustrant parce que tout ça, imagine qu'il y a des débats possibles. J'aurais envie de dire des tas de choses et je pense que des gens derrière leur écran ont envie de participer au débat. Mais bon, voilà, on aura peut-être d'autres occasions de le faire. En tout cas, ça serait avec plaisir. Et du coup, j'en profite pour préciser qu'un digeste de cette présentation, donc pas toute la présentation, mais un digeste sera mis à disposition. Hein, vous étiez nombreux à demander. Et aussi, donc, vous rappelez que l'étude dans son intégralité sur tous les axes de tendance et leviers d'innovation qui est disponible dans les prochaines semaines à hauteur pour 1 950 €. Voilà, oui. Je vois qu'on... Dans les commentaires, hein, Xavier, on dit on pourrait passer la matinée autour de ces débats. Ouais, j'aimerais bien, oui. Et voilà, serez-vous à notre expo la semaine prochaine? Pas moi personnellement, malheureusement, mais des gens de l'équipe, de notre équipe y seront. Et alors, Tanguy de la scène, voilà, bon, écoutez, on essaiera de passer vous voir à notre expo. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, je l'espère. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.